Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier bulletin du mois de décembre, le bulletin numéro 70 de la Web TV de Veille Stratégique. En ce 2 décembre, nous commençons l'enregistrement à 7h42 du matin et j'en profite tout de suite pour saluer tous les camarades qui ont fait Saint-Cyr, puisque pour eux, aujourd'hui, en ce 2 décembre, c'est un peu leur fête depuis la victoire d'Austerlitz en 1805. Voilà, donc salut à tous les camarades et amis saint-cyriens. Alors aujourd'hui, pour ce premier bulletin du mois, eh bien notre actualité est encore une fois extrêmement chargée. Alors on va traiter de l'actualité en vrac, et puis ensuite on va s'intéresser à deux grands pôles, bien sûr, le Proche-Orient, et puis la guerre en Ukraine. Alors en ce qui concerne l'actualité en vrac, la première chose qu'on a ce matin à traiter, c'est Joe Biden qui gracie son fils avant de s'en aller. On est dans du népotisme puissance 10. Le président des États-Unis, la plus grande, la plus belle démocratie du monde, qui décide de gracier son propre fils avant qu'il ne soit poursuivi à partir du 20 janvier par l'équipe nommée par Trump, puisque Hunter Biden, vous le savez, a plusieurs casseroles derrière lui, et en tout cas toutes celles qui concernent la justice américaine, parce que vous le savez, il en a aussi en Ukraine, et là on verra comment ça se passe une fois Trump revenu au pouvoir, mais en tout cas toutes les casseroles d'Hunter Biden connues aux États-Unis l'ardoise a été effacée par papa, parce que sinon il risquait vraiment de prendre, de se prendre en figure d'abord des procédures qui pourraient être très 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 difficiles pour lui en termes de condamnation, et qui auraient permis de révéler probablement autre chose que ses propres turpitudes, avec donc des liens avec son père et d'autres choses. On l'a cité notamment dans des affaires de pédocriminalité ou ce genre de délire. On l'avait vu avec plusieurs vidéos avec des adolescentes, enfin tout ça, des choses absolument insupportables et complètement folles. Eh bien, papa a signé la grâce du fiston pour lui éviter de passer devant un jury. Voilà. Bon, première chose. Donc là encore, on voit bien que la fin de règne de Joe Biden aura été une succession de catastrophes en termes de communication. Alors je dis pas que c'est une succession de catastrophes pour ses intérêts, ceux de sa famille, bien évidemment, mais en ce qui concerne la communication entre le savonnage de planche de l'équipe de Biden vis-à-vis de celle de Trump, à laquelle on assiste avec la guerre en Ukraine, avec ce qui se passe au Proche-Orient, et puis là, avec ce genre d'affaires, on voit bien que on a vraiment quitté le champ, même sur le plan symbolique, de toute forme de respect de la démocratie et du droit avec cette grâce. Alors, dans l'actualité, on a également, on va évoquer rapidement ce qui se passe en Géorgie. Vous le savez, la présidente géorgienne, qui est un agent de l'OTAN, qui est franco-géorgienne, eh bien, a tout simplement décidé de lancer une espèce de putsch institutionnel contre le gouvernement en place qui a gagné les élections. En disant non, nous on veut pas mettre en œuvre une loi, on veut mettre en œuvre une loi qui empêche les étrangers de venir faire de l'ingérence dans notre pays, une loi qui est calquée non pas sur, c'est pas une loi russe, c'est pas une loi soviétique héritée de la période soviétique au cours de laquelle la Géorgie dépendait de Moscou. Non, on est sur le calque d'une loi américaine qui date des années 30 pour interdire l'ingérence des États étrangers aux États-Unis. Donc on peut pas faire plus pro-américain que cette loi-là, puisque elle a été, c'est presque un copier-coller d'une loi américaine. Mais quand c'est pour les États-Unis, c'est le bien. Quand c'est pour la Géorgie et son indépendance, c'est le mal. Et donc on a cette situation complètement folle d'une présidente élue qui dit voilà, chers amis, soulevez-vous, prenez alors elle a pas dit prenez les armes, mais c'est tout juste si c'est pas sous-entendu dans ses propos, et c'est parti, il faut renverser le gouvernement légitime de ce pays. Voilà, alors on a assisté depuis plusieurs jours, le soir notamment, à des manifestations de gens qui sont probablement tous
Alors il y a des gens qui doivent être sincères, hein, qui doivent être effectivement persuadés que le grand méchant russe est de retour, mais vous avez quand même plein de gens comme pour Maïdan qui sont stipendiés par les services occidentaux ou leurs agences ou leur soutien, hein, on pense à Monsieur Soros notamment, pour venir faire le show dans les rues et s'attaquer aux bâtiments gouvernementaux comme on a pu le voir tout au long du week-end sur l'ensemble des réseaux. Alors là, la colère populaire est légitime, le vote était illégitime, donc c'est le pouvoir de la rue qui peut renverser le gouvernement. Pas là c'est très important. Par contre, en Roumanie, le vote du peuple, eh bien là, lui, on lui aurait volé. Alors en Roumanie, vous le savez, hein, pour la présidentielle, c'est le candidat pacifique, qu'on qualifie de pro-russe, mais enfin pacifiste, pardon, qu'on qualifie de pro-russe, qui est en tête. Hein, le candidat sortant a été éliminé. Et là, on est dans une situation où c'est pareil, on nous dit ah bah non, c'est pas bon, alors il va falloir recompter les votes parce qu'il y aura eu des irrégularités. Il va peut-être même falloir, à l'issue de ce recomptage, refaire le premier tour. Et là encore, on voit bien, pardon, toutes les officines occidentales qui sont vent debout, déjà pour nous présenter le candidat en tête comme étant un odieux personnage, alors qu'il n'en est absolument rien. Et par contre, là, on voit que l'équipe de Trump a décidé de ne pas laisser faire en l'état, puisque on apprend que Tucker Carlson et Robert Fitzgerald Kennedy Jr. vont venir le soutenir. Hein, ils vont faire une émission commune avec lui à la télé. Donc, on va voir ce que ça va, comment ça va peser dans le jeu interne en Roumanie par rapport à toutes ces manigances qui sont organisées, orchestrées pour l'empêcher de pouvoir concourir correctement. Je n'ai pas dit de gagner, parce que l'élection reste à faire, hein, il y a un second tour, on n'en connaît pas encore le résultat, mais donc il faut faire très attention à cette situation et voir comment, là, l'équipe Trump a dû dire, bon, enough is enough, il faut qu'on y aille, il faut qu'on fasse quelque chose, parce que sinon, on va encore une fois se laisser déborder avant le 20 janvier, et ce n'est pas possible. Parce que si la Roumanie était déstabilisée par toutes ces choses-là, ce serait extrêmement grave pour l'OTAN, ne l'oublions pas, puisque c'est un des points d'ancrage avec la Pologne pour border l'ouest de l'Ukraine et pour pouvoir, le cas échéant, y intervenir, mais surtout pour le moment, y déverser du matériel occidental. Dernier point sur l'actualité en vrac, la situation au Pakistan qui n'est toujours pas pacifié, hein, on a toujours des émeutes, on a toujours des affrontements entre les partisans d'Imran Khan et les forces constabulaires, voire l'armée pakistanaise. Et au décompte d'hier, hein, c'est très compliqué de savoir ce qui se passe, parce que c'est une zone pardon, qui n'est absolument pas couverte par nos médias de grand chemin. Il faut essayer de s'informer par les médias locaux via Internet ou via les réseaux. Hier, même CNN, je remercie l'un de nos fidèles spectateurs et suiveurs pour cette information, même CNN reconnaissait qu'on était à un bilan de plus de 300 morts. 300 morts, et ça n'a pas fait une ligne dans les journaux télé, hein, de quelque manière que ce soit, ça n'a pas été mentionné. Or, je rappelle que le Pakistan est un grand pays musulman, hein, c'est pas le plus grand pays musulman du monde en termes de population, c'est l'Indonésie, mais c'est le premier et le seul pays musulman à être détenteur de l'arme nucléaire, et sa déstabilisation n'est pas une bonne chose. Hein, surtout qu'à côté, il entretient des rapports conflictuels, on le sait depuis son indépendance avec l'Inde, qui est aussi une puissance nucléaire. Donc, toutes ces choses-là ne sont pas dérisoires, ils ne sont pas balayées du revers de la main. Et on peut voir dans tout ce dont on vient de parler, que ce soit la Géorgie, la Roumanie ou le Pakistan, et comme on va le voir avec la Syrie, tout ça se fait avec, bien évidemment, derrière les Américains, et notamment la CIA, ou l'OTAN en ce qui concerne l'Europe, pour pouvoir tenir les pays dans leur camp. Hein, c'est-à-dire que le Pakistan, avec Imran Khan, avait décidé d'avoir une politique beaucoup plus autonome, beaucoup plus indépendante à l'égard des États-Unis. Hein, Imran Khan était favorable à tout ce qui était en train de se passer par rapport à l'explosion de la multipolarité voulue par Moscou et Pékin, et les Américains l'ont tout simplement
renversés et mis en prison. Faut pas perdre de vue la façon dont tout ça s'est passé. Le problème pour eux, c'est que là, les millions de partisans d'Imran Khan sont pas restés inactifs. Et c'est pour ça qu'on en arrive à cette situation insurrectionnelle et à ce nombre de morts absolument colossal. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin donc sur l'actualité en vrac dans le globe. Enfin, sur le globe, alors en se focalisant sur les points les plus importants, je m'en excuse par avance, on ne peut pas traiter de tous les endroits du monde, vous vous en doutez bien. Alors maintenant, on va passer aux deux gros morceaux, le Proche-Orient et l'Ukraine. Alors avant ça, je tiens à vous remercier de votre fidélité et du succès toujours croissant des vidéos ces dernières semaines. Merci à ceux qui partagent et qui partagent pas seulement les vidéos pour permettre à notre référencement, que ce soit sur Facebook, sur Telegram, sur X aussi. On a mis un coup de booster sur mon compte X de telle sorte à pouvoir partager beaucoup d'informations. Donc je vous invite à le suivre, c'est Tercios del Sol, tout est dans la description de la vidéo. Parce que ça nous a permis, en plus du blog ce week-end, j'espère que ça vous a plu, on a fait un travail quand même colossal alors que c'était le week-end, pour pouvoir vous tenir informé de la situation qui évoluait très vite en Syrie. Donc j'espère que vous nous suivrez sur ce support qui est X, parce qu'on va continuer de l'utiliser en plus, c'est pas à la place, c'est en plus du blog, pour diffuser encore plus d'informations vers un public encore plus important. Donc merci là encore, sur cette plateforme, de relayer nos publications. Merci à tous ceux qui ont continué de s'abonner sur Patreon. Merci à ceux qui ont fait des dons ponctuels sur X. Merci parce qu'on a reçu quelques belles sommes pour nous aider par quelques contributeurs. Donc un très grand merci à eux. Et puis, alors, vous le voyez, je suis pas encore au mieux de ma forme. Donc, on a décidé, en ce qui concerne Patreon et nos abonnés Patreon, de faire un bulletin spécial sur l'Iran, comme prévu. Mais il aura pas la même forme que celle de d'habitude, parce que les enregistrements me fatiguent énormément. Et, bonne nouvelle, on nous sollicite de plus en plus dans d'autres médias pour porter la bonne parole. Demain matin, je serai sur GPTV. Demain à midi, je serai à nouveau chez Scandaria d'Idriss Aberkan. Et donc, la multiplication des enregistrements, tout simplement, m'épuise. Avec la gestion de l'actualité là au quotidien, c'est vraiment trop d'un seul coup. Donc on va vous faire un bulletin, mais où vous n'aurez pas ma douce voix, vous aurez du texte, vous aurez des images, vous aurez bien sûr, quand je dis des images, c'est du film, pour pas qu'on reporte de plus en plus loin encore ce bulletin spécial Iran pour les abonnés Patreon. On va vous le faire sous une autre forme, mais sans ma douce voix, parce que sinon on n'en sortira pas. Voilà. Donc là on va parler du Proche-Orient. Donc on va commencer bien sûr par la situation en Syrie. Alors vous voyez la carte qui date d'hier soir, c'est la situation sur le terrain. Donc vraisemblablement quasiment la totalité de la ville d'Alep est sous le contrôle des djihadistes. Il resterait plus qu'un tout petit, une petite tête de pont au nord-nord-est de la ville, mais d'après ce qu'on a comme information depuis ce matin, il semblerait que toute la ville soit désormais sous le contrôle des djihadistes. Et maintenant, la situation semble se focaliser pas seulement donc sur la ville d'Alep, mais aussi plus au sud, sur la ville d'Hama. Alors avant de reparler de ce qui peut se passer dans les heures qui viennent et dans les jours qui viennent, je vais essayer de revenir quand même sur pourquoi on en est arrivé là et qui est à l'œuvre. Alors, des gens me parlent de terroristes, etc. Non, là on est avec des djihadistes. Les terroristes, c'est des gens qui opèrent généralement sans qu'on sache forcément où, quand et comment, qui posent des bombes, qui commettent des attentats. Là, on n'est pas sur ce genre de choses, ou qui ciblent délibérément. On peut parler d'attaque terroriste par un mouvement armé s'il se met à bombarder que des zones où il y a des populations civiles. Quand c'est une armée qui fait ça, on va parler de crimes de guerre. Et là, les djihadistes, eh bien, eux, se situent dans le cadre militaire, puisque ce sont des forces armées, donc qui viennent de la province d'Idlib, qui est restée sous le contrôle donc des gens de l'ancien front d'Al-Nosra, qui s'appelle aujourd'hui Hayat Tahrir al-Sham.
et qui ont décidé, avec des moyens qui sont tout à fait militaires, alors qu'ils restent assez léger, hein. On n'a pas vu beaucoup de véhicules lourds, on a beaucoup vu des pick-up comme on en a vu tout au long de la guerre en Syrie à partir de 2010-2011. Là, il semblerait qu'ils aient mis la main au fur et à mesure de leur progression sur des entrepôts avec des chars, avec des blindés, notamment des BMP d'origine soviétique. On a vu quand même quelques colonnes qui étaient dotées avec des matériels type M113 qui doivent provenir des surplus de l'armée turque. Mais globalement, alors donc on est avec des gens qui ont des moyens tout à fait militaires et c'est pour ça qu'on les a dénommés djihadistes, hein, puisque pour nous ce sont des djihadistes et rien d'autre. Hein, on sait de quoi ils sont capables. Alors bien sûr ils vont commettre ou ils ont déjà commis, et c'est plutôt même ils ont déjà commis des crimes de guerre. S'ils s'attaquent aux populations civiles dans des proportions très importantes, comme ça a été le cas par exemple contre les minorités soit chrétiennes, soit yézidis ou kurdes, là on peut rentrer, si c'est systématique, dans des crimes contre l'humanité, mais nous pour le moment on les dénommera djihadistes et on pointera du doigt tous les crimes dont ils se rendent coupables. Alors, d'ailleurs, donc parmi ces crimes, on les a déjà vus, au moins 2 vidéos tournent sur l'exécution sommaire de prisonniers de l'armée syrienne ou des forces kurdes. Hein, ça a tourné ce week-end, on a déjà vu ça. On ne les a publiés sur aucun réseau, on les a vus passer sur Telegram, mais on les a pas passés sur le moindre réseau derrière, y compris sur Patreon, parce que pour nous, c'est absolument immontrable. Voilà, c'est tout. Sachez que si vous voulez aller sur Telegram, vous les trouverez. Mais pour nous, on préfère pas diffuser ce genre d'image parce que c'est tout à fait insoutenable et c'est surtout pas pour camoufler ce qu'ils font, croyez-le bien. Alors, aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que c'est des gens qui sont vraisemblablement soutenus logistiquement par la Turquie. Certains nous disent oui, mais il y a l'OTAN derrière. Alors non, l'OTAN n'opère pas là-bas, c'est la Turquie toute seule comme une grande qui opère, avec le soutien bien évidemment d'éléments de la CIA, ça faut pas se le cacher, les Américains sont bien évidemment au courant et sont tout à fait au soutien de ce genre de choses, hein, puisque ça leur permet par proxy interposé de s'attaquer à la Russie et aux BRICS et à l'Iran, et surtout au couple Moscou-Téhéran. Et derrière, on peut considérer que cette attaque, par sa temporalité, vient bien évidemment au secours de la victoire ou pas, en fonction du point de vue où on se place, d'Israël par rapport au Hezbollah. Hein. C'est-à-dire que là, on se dit, il y a la trêve qui est signée, le cessez-le-feu qui est signé entre le Hezbollah et Israël. On peut croire donc immédiatement le Hezbollah va recevoir via la Syrie, comme ça a été le cas pendant de nombreuses années, un soutien logistique depuis l'Iran pour recompléter ses stocks de munitions, éventuellement récupérer des hommes, des gardiens de la révolution, etc. Et le lendemain, on a cette attaque qui vient déstabiliser la Syrie, qui sert de base arrière au Hezbollah en Syrie. Donc là, quand on sait le double jeu auquel joue Erdogan par rapport à la cause palestinienne, même le triple jeu, rien d'étonnant. Rien d'étonnant, parce que je rappelle qu'Erdogan, il a été là à faire des déclarations, des discours devant des foules en disant voilà, on soutient, on versera notre sang pour la cause palestinienne, les sionistes ci, les sionistes ça. Il a menacé de fermer l'ambassade d'Israël à Ankara, elle est toujours ouverte. Il a menacé Israël d'un embargo pétrolier. On a tout un tas de sources qui nous disent que le pétrole turc continue de couler à flot dans les ports israéliens. Donc tout ça, c'est bien sûr de la façade et que de la façade. Hein. Alors après, là où il y a une question, c'est pourquoi Erdogan rompt-il les accords de paix qui ont été signés avec les Syriens et les Russes, hein, pour mettre un terme à la guerre civile en Syrie. Et donc pourquoi trahit-il sa parole à l'égard de Moscou? Parce que depuis plusieurs mois, on a quand même eu l'impression que Erdogan ne jouait pas trop à l'imbécile avec le Kremlin, avait pas trop envie de titiller Poutine, et là, on a l'impression qu'il a complètement retourné sa veste, parce que
concomitamment à l'offensive des djihadistes, on a l'armée nationale syrienne, qui est complètement sous contrôle turc, qui elle aussi a lancé des opérations plus limitées mais importantes, d'envergure quand même, dans le nord du pays, hein, dans les zones contrôlées par les Kurdes. Et donc là, on peut se dire, voilà, qu'est-ce que cherche Erdogan dans tout ça? Et surtout, comment Moscou va réagir par rapport à cette rupture des accords signés en 2020 pour mettre un terme à la guerre. On est quand même là dans quelque chose de très grave. Donc ensuite, la question qu'il faut se poser, c'est comment, au niveau du renseignement, la surprise a pu être aussi importante. Il semblerait que les Russes avaient tout à fait averti les Syriens, mais que malheureusement, entre les défaillances, je dirais, de personnes, et puis aussi la corruption et l'état de l'armée syrienne, parce que les gens, ils ont l'impression que l'armée syrienne, c'est une armée qui est tout à fait en place, qui est tout à fait... Non, l'armée syrienne, c'est une armée qui est exsangue. Elle a perdu des milliers, des dizaines de milliers d'hommes pendant la guerre civile, et elle peine à se reconstituer. Faut pas oublier que la guerre civile a été meurtrière, qu'elle a fait une ponction colossale de la population masculine, notamment du peuple syrien, qui a donc des zones qui sont sous contrôle des Kurdes d'une part, et donc de l'autre côté à Idlib des djihadistes, et où les gens ne sont pas dans les rangs de l'armée syrienne pour servir leur pays. Donc entre les morts et ceux qui sont sous le contrôle d'autres puissances, eh bien, vous avez une armée qui est réduite à sa portion congrue. Alors certes, elle a du matériel, mais elle n'a pas forcément des gens qui ont une envie folle de se battre parce qu'ils ont vécu des années de souffrance et de martyrs et que c'est très compliqué de les maintenir mobilisés encore plus longtemps. On a donc des affaires de corruption. En ce qui concerne les Russes, on apprend que le général russe qui commandait le dispositif sur place, le général Kissel, Sergei Kissel, si ma mémoire est bonne, a été limogé parce que complètement incapable d'assumer ses fonctions. Alors les Russes évoquent l'éventuel retour de Surovikin qui avait servi pendant la guerre civile sur le théâtre syrien, pendant la guerre civile syrienne, qui pour le moment semble-t-il est toujours à Alger. Enfin en tout cas en Algérie, donc va-t-il revenir d'un seul coup pour inverser le cours de la situation? Donc on a tous ces facteurs-là qu'il faut prendre en compte parce que on voit bien que c'est un effet de surprise, mais il y a des causes profondes au sein de l'armée syrienne et de l'appareil d'État syrien qui expliquent cet effondrement. Alors je dis effondrement momentané, parce que on a vu les djihadistes attaquer avec les méthodes qui ont toujours été les leurs, les méthodes d'infiltration rapide avec des colonnes où on avait des motocyclistes, des voitures, donc des pick-up, pour aller le plus loin possible dans la profondeur, quitte à contourner les quelques points de résistance syriens. Il y a eu quelques combats contre les spetsnaz russes, semble-t-il, dans certaines zones. Il y a quelques unités syriennes qui ont tenté de faire le coup de feu, mais elles ont été rapidement débordées. Et puis surtout, pour semer la panique, on a des djihadistes qui allaient très loin se mettre devant tel panneau de village, comme on l'a vu en Ukraine en 2022, lors de la contre-attaque ukrainienne dans le secteur de Kharkov. Ils se prennent en vidéo et ils laissent entendre sur les réseaux qu'ils ont conquis le village, alors qu'en fait, ils sont juste devant le panneau d'entrée, qu'ils ont rien conquis du tout et qui vont tout simplement repartir, faire une photo au village d'après, en contournant le village s'il y avait le moindre point de résistance. Mais pendant ce temps-là, sur les réseaux, tout le monde se dit, ça y est, le village est tombé, donc faut nous on se replie pour pas qu'on tombe à notre tour, et on fait, grâce à ce que certains appellent une offensive TikTok, on permet on désagrège par le biais d'informations qui sont complètement fausses ou partiellement fausses, on désagrège un dispositif qui est déjà fragilisé. En même temps, on a vu sur le champ informationnel que on nous a servi qu'il y avait un coup d'État à Damas alors qu'il en était rien. Il y avait probablement des cellules dormantes de djihadistes qui se sont réveillées et qui ont tenté
de semer la pagaille, et donc ça a provoqué en plein milieu de la ville des échanges de coups de feu pour les neutraliser, mais il n'y a pas eu de coup d'État. Bachar el-Assad n'a pas fui, il était à Moscou quand tout ça s'est produit et il est revenu. Une fois que il a su que tout ça était en cours, il est revenu rapidement à Damas avec donc l'assurance de la part des Russes qu'il allait être soutenu. On a vu donc au cours de cette avancée les premiers massacres de prisonniers. Quand les djihadistes sont entrés dans Alep, alors que on nous les qualifie, bien évidemment, il y a toujours, depuis que ça a commencé sur tous les réseaux, ce sont des gentils rebelles. Ce sont des gentils rebelles. N'oublions pas que les gens dont on parle, donc aujourd'hui, ils s'appellent Hayat Tahrir al-Sham, mais ce sont les gens d'Al-Nosra, les amis de notre cher ancien Premier ministre, Monsieur Laurent Fabius, qui n'avait pas hésité à dire que ces gens-là faisaient du bon boulot, il faut se le rappeler. Donc, sur les réseaux, on voit, alors c'est marrant, c'est tous les gens qui ont soutenu mordicus l'Ukraine et le narratif ukrainien selon lequel, et puis otanesque selon lequel, entre 2021, les derniers rapports du Congrès américain sur Azov et la mouvance Azov, qui comptait environ, selon les rapports du Congrès des États-Unis d'Amérique, jusqu'à 18 000 néo-nazis, auxquels le Congrès donc ne voulait pas donner un seul fusil d'assaut. Ces gens-là, en 2022, on nous a dit, ils ont disparu, ils sont plus là. Alors je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il y en a beaucoup qui sont morts ou qui sont encore dans une prison en Russie, parce qu'ils ont majoritairement été engagés à Mariupol. Mais on nous avait dit, non. Et puis la mouvance au-dessus d'eux, tous les gens de Pravi Sector, etc., ils ont disparu. Tout le monde sait que c'est faux. Je rappelle que la position qui est la nôtre, c'est pas de dire que chaque soldat ukrainien est un nazi. L'explication, nous le rappelons, c'est que dans l'appareil d'État ukrainien, ces gens-là sont à des postes clés et que les gens qui étaient au sein des milices Azov, de toute cette mouvance, eux aussi dans les forces armées ukrainiennes sont à des postes clés pour contrôler l'armée ukrainienne qui, elle, bien évidemment, n'est pas structurellement composée d'une majorité de nazis. Loin s'en faut, surtout aujourd'hui, où on a affaire à des gens qui sont plutôt des malgré nous et qu'on a chassés de chez eux, qu'on a attrapés dans les rues pour les mettre sur le front. Voilà la structure. Mais les gens qui nous disent que tout ça n'existe pas en Ukraine, eh bien, nous disent la même chose avec les djihadistes, donc de Hayat Tahrir al-Sham, et nous disent ces gens-là, c'est pas des terroristes, c'est des rebelles. Et puis ceux de l'armée nationale syrienne qui sont soutenus par les Turcs, c'est pareil, c'est pas des djihadistes, c'est des gens gentils, c'est l'opposition modérée. Voilà. Alors dès que les gars sont rentrés dans Alep, on a commencé, au-delà des prisonniers exécutés dont on a parlé, on a commencé à les voir balancer les sapins de Noël, puisque je vous le rappelle, il y a une grande minorité chrétienne en Syrie qui est très liée au pouvoir de Bachar el-Assad qu'elle a toujours soutenu. Parce que comme en Irak, etc., ces gens-là sont les piliers de l'ancien parti Baas. J'en parlais l'autre jour avec Idriss Aberkan par rapport à Michel Aflaq, fondateur du parti Baas, qui était d'origine libanaise. Et bien voilà, ces gens-là ont toujours été du côté d'un pouvoir laïque dans les États arabes, sur le modèle de la Turquie ou sur le modèle de la France, pour permettre à ces sociétés de se moderniser et à leur pays de devenir des grands pays puissants. Eh bien, ils ont toujours été ensuite ciblés par les plus extrémistes des courants musulmans, qu'ils soient sunnites, alors pas forcément chiites, parce qu'on se rend compte que côté chiite, il n'y a jamais eu de violence systématique contre les communautés chrétiennes au Proche-Orient, au Moyen-Orient, mais en tout cas, du côté des djihadistes sunnites et des extrémistes sunnites, ils ont toujours été les premières cibles. Et donc là, on les voit, les gentils rebelles modérés, tout ce qui représente Noël et la tradition chrétienne, on balance, et on sait qu'ils ont pris des femmes esclaves, des enfants esclaves au cours de la guerre civile syrienne. Il n'y a pas de raison qu'ils ne recommencent pas. Voilà. Donc voilà les gens que nos amis qui sont soutiens de l'Ukraine, Mordicus, et de toutes ces mouvances néo-nazis en Ukraine, et bien là, ils les qualifient de nouveau de rebelles modérés, de gentils rebelles, d'opposition modérée, etc., etc. Voilà. Alors,
Pour terminer, la bonne nouvelle, c'est qu'hier, on a eu pas le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères iranien qui est arrivé à Damas, qui a rappelé à Bachar el-Assad l'engagement sans faille de l'Iran et de ses proxys, notamment irakiens. Donc on a des forces, j'imagine, à la fois des gardiens de la révolution et des milices chiites irakiennes qui vont ou qui commencent déjà à être transférées vers le territoire syrien pour pouvoir permettre à l'armée syrienne de stabiliser dans un premier temps la situation et puis ensuite de pouvoir mener une contre-offensive en sachant que pour le moment, pour limiter la casse, eh bien, ce sont les forces aériennes russes et syriennes qui mènent des bombardements constants depuis le début de l'offensive des djihadistes, pas seulement sur les colonnes à mesure de leur progression. On a vu, notamment dans Alep, il y a quelques images là qui tournent sur les réseaux depuis hier de bombardements où les djihadistes se croient à l'abri, ils sont là, ils sont contents, ils ont pris la ville et puis boum, ils se prennent une bombe une FAB de 500 kilos sur le coin du nez. Et on a vu aussi, donc semble-t-il, des missiles Toshka-U de l'armée syrienne être tirés sur Idlib, ainsi que des frappes aériennes russes pour viser les centres de commandement dont on a vu les images. Le centre de commandement des djihadistes, là, il est hyper sophistiqué, ils ont tous les moyens modernes. C'est pas avec les ressources de leur pseudo-émirat à Idlib qu'ils ont bien évidemment été capables de se procurer tout ça. Il a fallu que la Turquie, pour le compte des Américains, leur viennent en aide. C'est évident. C'est pas possible matériellement de faire autrement. Et donc là, semble-t-il, ces infrastructures commencent à être éliminées et neutralisées les unes après les autres par les forces aériennes russes notamment, pour que justement la coordination entre les différentes colonnes soit complètement anéantie ou alors tout à fait ralentie parce que vous n'avez plus le poste central pour coordonner vos actions et donc vos moyens de communication se limitent à ceux que vous avez sur les unités sur le terrain, mais vous n'avez plus de rapport plus général avec votre commandement supérieur et vous ne pouvez pas savoir où vous devez aller, où sont les menaces, ou ce genre de choses. Donc on va voir si ça a un impact sur le cours des combats dans les jours et dans les heures qui viennent. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur la situation aujourd'hui donc en Syrie ce matin. Il va falloir la surveiller comme le lait sur le feu tout au long de la journée parce que les choses se déroulent très rapidement. Il va falloir surtout regarder comment. Alors les combats là, je l'ai dit, sont centrés autour d'Hama pour éviter que la ville tombe à son tour. Et il y a quelques contre-attaques syriennes locales qui ont déjà repris des villages aux alentours. On va voir si ça continue et surtout si aujourd'hui les forces syriennes et leurs alliés peuvent commencer par stopper l'ensemble de la progression des unités djihadistes avant de pouvoir passer à une phase de reconquête. Alors maintenant, on va parler de la situation quand même en Palestine. Il y a un cessez-le-feu au Liban, mais en Palestine, c'est toujours très compliqué pour la population. Donc, comme vous pouvez le voir sur la carte, on a eu donc à nouveau des frappes israéliennes dans plusieurs endroits de la bande de Gaza. Il y en a une qui a ciblé un véhicule donc de l'organisation World Central Kitchen. Donc ça a entraîné la mort de 5 personnes. Je rappelle que cette organisation humanitaire a déjà perdu du monde au début du conflit dans des circonstances à peu près similaires. On a eu donc la poursuite d'opérations, cette fois au sol, autour de Jabalia et de Rafah, où là... on a encore une fois les formations palestiniennes qui tentent de mener encore des opérations face à ce qui se passe en termes de destruction des bâtiments, puisqu'on a le génie israélien qui continue systématiquement de détruire tous les bâtiments sous prétexte qu'ils servent d'abri aux forces de la résistance palestinienne, quels que soient les mouvements. Donc on a des bâtiments qui sont dynamités par défaut. Des fois, il y a vraiment des gens, soit du Hamas ou du djihad islamique qui sont cachés à l'intérieur, soit il n'y a rien du tout, mais
par sécurité, on casse tout pour être sûr qu'ils ne puissent pas s'y abriter. Donc on voit, encore une fois, je le répète de bulletin en bulletin, les opérations se poursuivent, aussi bien au niveau des bombardements que des forces terrestres israéliennes, et on a toujours la présence de combats d'embuscades menés par les Palestiniens qui prouvent que malgré les grandes déclarations comme quoi on aurait cassé les reins du Hamas ou des autres mouvements palestiniens, eh bien c'est faux. Ils continuent de pouvoir opérer. Alors ensuite, donc par rapport à ce qui se passe sur la frontière entre le Liban et Israël, le cessez-le-feu est globalement respecté. On a des frappes israéliennes qui sont toutefois signalées de temps en temps, ainsi que des incursions dans des villages qui ont été vidés par les forces du Hezbollah et qui sont bien évidemment désertés par la population. Et on apprend enfin, pour conclure sur cette zone, que au niveau d'Ansar Allah, on a eu à nouveau donc des attaques avec des missiles balistiques en direction du port de Jaffa, mais que le missile a été intercepté au-dessus, en tout cas, dans le ciel, au-dessus de Jérusalem. Voilà la situation donc aujourd'hui en Palestine. Et au Liban, on peut se dire que pour le Liban, ça devrait rester en l'état, mais que malheureusement les forces djihadistes étant rentrées en action en Syrie, on a quand même des gens en Israël qui sont venus dire si ça continue comme ça, si la Syrie est déstabilisée, on va intervenir en Syrie à nouveau. Donc on voit bien que l'offensive djihadiste est loin d'être neutre, y compris dans le contexte du rapport entre Israël et le Liban et le Hezbollah et Israël et les Palestiniens. On voit bien que là, il y a quelque chose. Nous rappelons que il y a force d'images sur les réseaux sociaux. Les gens de Daesh ou des gens d'Al-Nosra ont été soignés dans les hôpitaux israéliens pendant la guerre civile syrienne. Et nous avons, bien évidemment, il faut souligner que Daesh, Al-Nosra n'ont jamais attaqué Israël. Jamais. Voilà. C'est quelque chose qu'il faut pas perdre de vue quand on veut avoir une vision la plus claire possible de ce qui se passe dans la région, parce que à chaque fois on nous dit oui mais non les djihadistes sont là, ils revendiquent un islam rigoriste et tout, mais Israël ne fait jamais partie de l'équation pour eux, ce qui laisse bien évidemment planer un doute quant à la façon dont les services secrets israéliens pourraient avoir cause liée avec ces gens-là pour nuire à l'équilibre de la Syrie et se débarrasser de Bachar el-Assad, qui est donc l'ennemi juré. La Syrie, c'est l'ennemi juré d'Israël, c'est le dernier grand pays arabe qui s'oppose à Israël depuis la régularisation des rapports entre Israël et l'Égypte, entre Israël et la Jordanie. Je ne parle pas de la destruction de l'Irak, parce que là il n'y a pas eu besoin de normaliser les choses. L'Irak a été tout simplement rayé de la carte comme puissance, et donc on voit bien que là il reste plus que la Syrie dans l'équation depuis une quinzaine d'années, et au hasard c'est la Syrie qui est détruite, et au hasard les gens qui l'attaquent se revendiquent pourtant de l'islam le plus rigoriste qui soit, sans jamais viser Israël, ce qui est pour le moins très surprenant. Voilà, donc il faut pas oublier cette dimension-là dans le conflit. Alors maintenant, on va passer au front ukrainien. Alors je vous affiche tout de suite la carte pour vous montrer les deux points dont on va parler, Kupiansk et puis Pokrovsk, Novosilka, Velika Novosilka. Mais avant, petite information intéressante, samedi, on a appris qu'un train transportant donc des missiles Atacams et Storm Shadows avait été touché donc dans la région d'Odessa. La cargaison était arrivée par la Roumanie, par le port roumain de Constanța. Donc ça c'est très intéressant. On voit bien, comme je le disais tout à l'heure, quand on parlait du rôle de la Roumanie comme base arrière de la livraison d'armes vers l'armée ukrainienne, vers l'Ukraine à travers la mer Noire, eh bien là on est en plein dedans.
On voit aussi que pour que ce train soit ciblé, ça veut dire qu'il y a eu du renseignement humain qui a dû confirmer des observations satellitaires et que on a pu donc le cibler sans perdre son temps, hein, et en visant pas un train qui était soit vide, soit pire, rempli de passagers. On a visé le bon train et donc il a été touché près du port de Tchernomorsk. C'est Ilyichevsk pour les Russes et Tchernomorsk pour les Ukrainiens. Et donc la cargaison est partie en fumée. Voilà, donc ça signifie bien qu'il y a des livraisons d'attaques MS, d'attaques AMS, de Storm Shadows, mais ceux-là, ils sont pas prêts d'arriver au front pour tirer sur la Russie. Voilà, alors on a eu aussi les déclarations de Zelensky avec toujours cette problématique, et si je rentre dans l'OTAN, est-ce que les territoires ci, est-ce que les territoires ça? Je vais pas rentrer dans ces commentaires-là parce que tout ça, pour nous, c'est de l'agitation médiatique. Les Russes n'en ont que faire de toutes ces choses-là, je l'ai déjà répété, ils négocieront de toute façon directement avec Washington. Donald Trump a nommé un envoyé, un ancien général, le général Kellogg, pour essayer de trouver un terrain d'entente avec Moscou. On continue de nous raconter tout et n'importe quoi sur les Russes, on va geler le front, et que les Russes, ils veulent absolument pas d'un gel du front, ils veulent l'ensemble des territoires des 4 oblasts qui font désormais partie pour eux de la Fédération de Russie. Qu'on soit d'accord ou pas, c'est leur point de vue, et c'est ce qu'ils souhaitent, et c'est ce qu'ils auront, hein, j'en suis persuadé. Et puis ensuite, reste à savoir la zone de sécurité dont tout le monde parle, la zone je sais pas, démilitarisée ou ce genre de choses, le fait que l'Ukraine ne rentre jamais dans l'OTAN, qu'elle ait une armée qui soit réduite à peau de chagrin, etc., que tous les éléments néo-nazis qui sont entre le pouvoir et l'armée, les forces constabulaires, soient eux aussi éliminés, et puis ensuite de voir peut-être à régler le problème d'Odessa et de la Transnistrie. Mais les histoires de dire on va récupérer ici, tout ça, c'est beaucoup de bruit pour rien. Une fois de plus de la part de nos médias, et Zelensky leur sert la soupe avec ses discours complètement hallucinés en termes de rapport à la réalité. Même si il faut reconnaître que, vu que ces discours vont de plus en plus dans l'idée que les territoires qui sont déjà conquis par l'armée russe ne reviendront pas à l'Ukraine, on voit bien que Zelensky prépare néanmoins sa population à l'idée d'une négociation, alors qu'elle est interdite encore pour le moment par décret de 2022, selon lesquels peut-être, d'ailleurs je ne sais pas si c'est un ou plusieurs décrets, selon lesquels l'Ukraine ne peut pas négocier tant que Vladimir Poutine est son interlocuteur. Alors ça, on va bien voir ce qu'il en est dans les mois qui viennent, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont devoir avaler leur chapeau sur ces questions. Alors donc sur le terrain, on va parler donc de Kupiansk, hein, puisqu'on en a parlé dans le dernier bulletin et dans les précédents, notamment par rapport à l'encerclement opérationnel ou définitif des forces qui sont toujours à l'est de l'Oskol par rapport à Kupiansk. Alors comme vous le voyez, donc les Ukrainiens tiennent toujours la totalité de Kupiansk et de ses faubourgs donc sur la rive orientale de l'Oskol. Les Russes sont toujours repliés à la limite de la ville, au sud-est de Sinkivka. Mais donc depuis ces positions, ils peuvent copieusement arroser la fameuse route qui va de Kupiansk à Petropavlivka, ça y a pas de problème. Donc tous les mouvements ukrainiens dans un sens ou dans un autre sont sous leur feu. Donc bon courage pour évacuer les 8 à 15 000 hommes qui sont encerclés sur la rive orientale. Même si la route est toujours là et permet d'accéder à Kupiansk, parce que si vous passez là, vous finirez comme à Chambois en août 1944. Allez voir les images, vous tapez Chambois 1944, août 1944. La route était ouverte, les forces anglo-américaines et françaises n'avaient pas réussi à fermer définitivement et hermétiquement la poche de falaise Chambois. Les Allemands ont tenté de sortir. Alors ils ont sorti des hommes, mais ils n'ont pas sorti de matériel lourd en quantité, parce que vous verrez les images. J'ai fait un hors-série là-dessus il y a 2 ans et demi, 3 ans maintenant pour batailler blindé. C'était pas vraiment une réussite pour évacuer leur matériel lourd. Donc là, si les Ukrainiens s'y aventuraient, ce serait à peu près la même chose pour eux.
Et donc, comme on l'a signalé jeudi, on a eu une première incursion donc au nord-est de Dvorichna par les Russes, qui ont franchi l'Oskol. Voilà, alors ils ont conquis les abords d'un petit village dans le secteur. Je rappelle que j'ai été surpris par cette opération parce que la zone pour franchir l'Oskol, alors l'Oskol n'est pas très large, mais c'est bordé d'arbres, de zones plus ou moins marécageuses avec la Rasputitsa en ce moment. C'est une opération d'infanterie légère, hein, on peut pas franchir cette zone avec des chars ou ce genre de choses, sauf à construire des ponts du génie, mais pour le moment, on n'a pas vu les Russes en acheminer. Et puis, dans l'intervalle, depuis jeudi, les Russes, donc autour du village de Matyukivka, ils sont venus et ils ont refranchi l'Oskol, et cette fois-ci, vous voyez, ils ont fait une percée qui est un petit peu plus importante. Là encore, il n'y a pas de... Alors là encore, hein, l'Oskol s'est pas élargi énormément, donc il n'y a pas d'un seul coup 2 mètres ou 3 mètres de large de plus. Les opérations sont globalement, encore une fois, des opérations d'infanterie légère. Il n'y a pas encore de photos, de vidéos, de véhicules, même de véhicules de transport d'infanterie. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de BMP-1, BMP-2 de l'époque soviétique qui sont amphibies, donc qui pourraient traverser, mais à imaginer néanmoins que les berges soient praticables dans de bonnes conditions, ce qui, au vu de ce que je viens d'expliquer, à la fois sur la géographie et sur la météo, peut être difficile. Par contre, et donc on ne voit pas ce que veulent faire exactement les Russes depuis ces points-là, sinon contraindre les Ukrainiens à dégarnir leur front ailleurs pour tenir ces zones, enfin pour les empêcher de quitter ces zones et de les élargir, parce que c'est évident que si les Russes ne rencontrent quasiment aucune opposition, les têtes de pont vont être élargies, et là on pourra avoir des opérations de pontonniers beaucoup plus importantes pour installer des ponts, et là faire franchir à des véhicules lourds, chars, etc., des pièces d'artillerie et autres. Donc le jeu russe dans cette zone, selon nous, c'est d'empêcher les Ukrainiens de se concentrer ailleurs, et notamment à Kupiansk, hein, c'est de dire, bon ben voilà, alors on a quitté les faubourgs de Kupiansk suite à votre contre-attaque, mais maintenant on va vous obliger à redéployer du monde ailleurs, au détriment de Kupiansk, et donc on pourra relancer une opération, mais cette fois-ci de vive force, pour couper cette route qui part de l'est de Kupiansk vers la rive orientale de l'Oskol, et les troupes qui sont opérationnellement encerclées. Pour moi, c'est comme ça que j'analyse la situation, parce que je vois pas... Alors, si les Ukrainiens décident de laisser faire, alors là, ça peut donc basculer vers le nord. Si les Ukrainiens décident de tenter de résorber ces têtes de pont, on risque de voir cette attaque dont je viens de parler sur Kupiansk. Voilà pourquoi on a mis en avant ce secteur du front, parce que se joue quand même le sort donc de 8 à 15 000 Ukrainiens, hein, puisque les chiffres varient en fonction des canaux OSINT russes ou ukrainiens sur le nombre de soldats ukrainiens qui sont sur la rive orientale, mais donc c'est pas un petit groupement de quelques centaines d'hommes dont on est en train de parler. Alors ensuite, on va parler... Alors, il y a des combats avec des petits impacts sur la ligne de front, à Chassovyar, à Toretsk, même dans le secteur de Kharkov. Il y a eu quelques contre-attaques locales ukrainiennes, hein, je m'empresse de le mentionner pour pas qu'on nous dise « Ah oui, mais vous avez oublié l'Ukraine, etc. » Il y a eu, notamment à Chassovyar, une petite contre-attaque ukrainienne qui a permis de regagner des positions pour les Ukrainiens sur le flanc d'une des têtes de pont russes. Très bien. On a la même chose dans le secteur de Kharkov, mais pour le moment, c'est rien qui ne bouleverse la situation générale. Tout comme les quelques avancées russes dans le secteur de Toretsk, ça ne bouleverse pas la situation générale. Donc le grand secteur qui lui fait parler tous les jours, c'est Pokrovsk-Novosilka, Velika Novosilka, donc Pokrovsk en bleu au nord, Novosilka en orange au sud, où là, on voit donc l'effort principal, le Schwerpunkt de l'armée ukrainienne, continuer de progresser. Hein. Donc au nord, dans le secteur près de Pokrovsk, on a les Russes qui se rapprochent de plus en plus donc de ce village de Novotroïske pour pouvoir couper la route qui relie Pokrovsk à Andrivka qui est encadrée en jaune, hein, et pour donc ensuite poursuivre vers Oudachne de telle sorte à couper au fur et à mesure toutes les voies d'accès qui mènent à Pokrovsk depuis l'ouest, avant ensuite de démarrer la même chose vers le nord, puisqu'il y a aussi des routes qui partent vers le nord et qui relient notamment Pokrovsk au secteur de Toretsk ou au secteur de Chassovyar via Konstantinivka, ne l'oublions pas.
Donc on a aussi des attaques secondaires hein, dans le secteur, c'est Novogodivka ici, qui ont également Novogodivka, pardon, qui ont lieu également en soutien pour toujours attaquer les fortifications. Alors je pense que cette attaque dans le secteur de la première flèche rouge, c'est des attaques de fixation des défenseurs, tandis que l'attaque sur Novotoroïske, c'est l'attaque principale pour vraiment foncer vers Udachne et couper ses voies de communication. Dans le même temps, vous avez donc toutes les opérations autour de Khorakhove, Beritsky, hein, Khorakhove, vous avez 2 flèches rouges de part et d'autre. Hein. On voit que les Russes continuent de progresser, donc depuis Beretsky vers le petit village de Dachne. Il semblerait qu'il y ait des unités russes qui soient presque arrivées à Dachne hier. On va suivre ça avec intérêt parce que là, si les Russes prennent le contrôle de cette zone, ils vont pouvoir donc descendre le long du réservoir et couper la route qui va de Khorakhove à Andrivka. Et là, les défenseurs qui restent à Khorakhove seront complètement isolés, ainsi que tous ceux qui se trouvent au sud de la route, parce qu'il n'y a plus de route majeure ensuite pour rallier Andrivka. Dans le même temps, on a donc des attaques qui viennent du sud vers Andrivka. Hein. Alors c'est la flèche pointillée rouge parce que pour le moment, on a vraiment une progression qui est très très limitée. Il y a eu un coup de boutoir la semaine dernière qui a gagné 1 km, 1 km et demi, et depuis il n'y a rien eu, mais on voit bien que c'est le prochain axe d'effort des Russes dans la zone, avec la possibilité toujours de prendre donc Andrivka, Constantinople, et ensuite avec, c'est ce qu'on a marqué avec les flèches vertes, de se répandre dans la profondeur, aussi bien en remontant donc vers le nord-ouest, pardon, que plein ouest, ou en redescendant vers le sud-ouest pour prendre à revers Novosilka. Et puis, on a donc l'offensive, elle aussi importante et continue sur Velika Novosilka qui se poursuit avec une prise de Rodajne au nord pour pouvoir couper la route qui relie Novosilka à Andrivka par Bagaktir. Et puis au sud, on voit là encore que les Russes sont à la manœuvre parce qu'ils veulent aussi couper la route d'accès qui part de Novosilka vers l'ouest, de telle sorte à ce qu'elle n'ait plus la moindre voie majeure d'approvisionnement pour tenir un assaut ou un siège. Voilà. Donc voilà, chers amis, la situation aujourd'hui en Ukraine. Je pense que donc les Russes continuent de progresser. Hein. Là, je vous ai pas fait le détail, je ne vous le fais pas parce qu'on s'en occupe sur le blog notamment ou sur le compte X, sur mon compte X, de vous faire les progrès les plus tactiques, enfin les progrès tactiques plus en détail au jour le jour. Mais voilà au niveau opératif ce qu'on peut dire de la situation et des points majeurs de la situation et de ses développements en Ukraine en ce 2 décembre. Pour ce premier bulletin du mois de décembre. Donc je vous remercie de votre attention. Donc continuez de nous suivre sur le blog et sur X. Continuez de partager toutes nos publications, pas seulement les vidéos, pour aider à notre référencement. Vos gestes financiers sont les bienvenus pour continuer de soutenir notre développement, surtout, je le rappelle, l'échéance de janvier pour payer des abonnements à différents canaux d'information payants pour donc des abonnements annuels, hein, pour qu'on ait à nouveau accès, enfin qu'on ait accès continuellement à ces réseaux-là tout au long de l'année 2025. Ceux qui veulent rallier Patreon et nous soutenir ainsi, on vous accueille à bras ouverts. Là, on a publié des vidéos. Ce matin, vous aurez une vidéo spéciale sur les combats qui se déroulent autour d'Hama, hein, qu'on a voulu vous partager pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que c'est cette guerre en Syrie qui se réveille. Et puis, donc, vous aurez cette semaine donc le bulletin spécial Iran si vous êtes sur Patreon, mais pas avec ma douce voix, mais avec des images et du texte et des informations importantes. Ne vous inquiétez pas. Par contre, je signale à tous les abonnés habituels que le bulletin qu'on doit faire tous les trimestres sur des forces armées, on avait décidé ce trimestre-ci que ce serait les États-Unis. Étant donné l'actualité qui nous rattrape et qui nous occupe énormément, hein, vraiment on est H24 sur le pont, on fera ce bulletin quand les choses se seront calmées. Hein. On a fait ce bulletin-là sur les forces armées indiennes au trimestre précédent, au mois d'octobre. On voulait vous en faire un spécial sur l'armée américaine avant la fin de l'année, mais le temps nous manque, donc celui-là, on le fera. Je vais pas vous dire tel jour, telle heure, je vous dirai quand la situation nous le permettra.
Voilà, une très bonne journée à vous tous. Demain matin, 7h25, 7h30 au plus tard sur GPTV, et puis dans la matinale, et puis demain midi 14h, émission spéciale sur Scandaria avec Idrissa Berkane pour reparler plus en détail encore de la situation en Syrie. À bientôt, à jeudi. Au revoir.